Alors, on va parler peut-être de ce fameux sondage qui donne la gauche unie au deuxième tour, quasi sûr, bon, comme s'il y avait un grand doute à avoir. On va parler de ce sondage qui a été fait pour le magazine Regard, qui, je crois, est un magazine un peu bobo-gauchiste, si je dis pas de conneries. C'est un sondage Harris Interactive, dont on va parler ici en détail, puisque vous savez que j'adore parler des sondages. Comment est-ce que je le mets en plein écran? C'est une bonne question. Je vais le télécharger, ce sera plus simple. Ce ne sont pas des autinistes. Je sais pas. Peut-être. C'est entre PS et l'après. Voilà, c'est parce que, du coup, ça correspond à ma définition, non? Toi, la gauche au second tour. Tout à fait. Alors, parlons de ça. Alors, donc, Toluna Harris Interactive pour Regard, qui sonde l'hypothèse présidentielle d'une candidature commune. On s'était fait la réflexion la dernière fois que ça manquait cruellement comme scénario et comme hypothèse de test. Et j'étais d'accord avec vous, parce que la droite ne veut pas sonder une union de la gauche. Alors du coup, a priori, certains de gauche se sont dit on va commander un sondage sur l'union de la gauche. Donc là, c'est toute la méthodologie. Vous pourrez dire ça si ça vous amuse. C'est tout le temps la même, c'est tout le temps la même chose. Voilà, le rappel des élections précédentes, c'est pas très important. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est parmi les Français qui se situent à gauche, combien souhaitent une candidature commune de gauche. Et c'est 4 sur 5. C'est 79%, évidemment. Il n'y en a que 5 qui sont absolument opposés. Il y en a 16 qui sont plutôt sceptiques, plutôt non. Il y en a 43% qui sont plutôt oui. Et il y en a 36% qui disent oui, absolument, s'il vous plaît, faites-le. Et quand on regarde qui veut une candidature commune le plus important, c'est la France Insoumise. 99% de la France Insoumise, pour ne pas dire la totalité des électeurs de la France Insoumise et des sympathisants de la France Insoumise veulent une candidature commune. Europe Écologie Les Verts, c'est 86. Au PS, c'est un peu plus faible, c'est 69, parce qu'il y a toujours une petite partie du PS qui espère le revival Hollande / Glucksmann / le retour de la droite. Bon, la droite de gauche. Bien sûr, ça, on a l'habitude. Donc bon, ça, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas une très grande surprise. On a des chiffres, c'est cool, c'est sympa. Autant vous dire que, c'est un peu ce que tout le monde ici avait pressenti. Voilà. Alors, l'organisation d'un processus ouvert à l'ensemble des sympathisants de la gauche et des écologistes pour désigner une candidature commune est très positivement reçue. Donc en gros, c'est là, est-ce qu'on fait une primaire ou est-ce qu'on ne fait pas une primaire? Eh bien, 86% des électeurs de gauche sont pour. 36%, 36% sont très pour. Voilà. Enfin, c'est une très bonne chose. 50% plutôt une bonne chose. 8% plutôt une mauvaise. 4% une très mauvaise. On a 2% de gens qui ne se prononcent pas. Là, pareil, 97% des sympathisants de la France Insoumise sont pour, 82% d'Europe Écologie Les Verts et 86% du PS. Là, ça remonte pour le PS, évidemment, parce qu'ils pensent pouvoir tirer leur épingle du jeu. Alors, ça va se gâter, bien sûr. Alors, les intentions de vote aux élections présidentielles 2027. Donc là, ce sont des intentions déclarées, voilà. Donc, selon plusieurs scénarios. Le scénario classique, c'est tout le NFP ensemble. Tout le NFP actuel ensemble. C'est ça que ça veut dire, ça ferait 26%. On aurait 26% au premier tour si on balançait tout le NFP d'un coup, sachant que l'extrême gauche, notamment Lutte ouvrière, ferait un petit 3% à côté, probablement, ou un Révolution permanente, ou un NPA, enfin tout cumulé, si vous voulez. On aurait 19% pour LREM, on aurait 10% pour LR, 2 pour Dupont-Aignan, 2 pour Ciotti, 34 pour le RN, 3 pour Zemmour, et 1% d'autres. Sachant que, bon, effectivement, si j'ai mon lit entre les lignes,
il y a quelques petits pourcents, probablement du PS, qui viennent consolider Renaissance. Ce qui n'est pas le cas si jamais Place Publique part seul, par exemple. Si jamais maintenant on a un candidat de la France Insoumise en face d'un candidat du NFP hors LFI, eh bien LFI ferait 8, a priori. Le candidat NFP, donc PCF, PS, ELV, Place Publique, ferait 20. Et on aurait, en gros, on a gratté 1% sur LREM. Le reste change pas. Donc, a priori, bon, voilà. LFI n'a pas l'air d'être si rédhibitoire pour les électeurs du PS, dans une union. Et une hypothèse gauche unie sans le Parti socialiste, et sans Place Publique. Et ben là, là on aurait 16% genre pour une union de LFI plus PCF, Europe Écologie, Écolo, Génération, Picardie debout après, etc. Donc en gros tout le NFP face au PS Place Publique. Là, on aurait 16% et on aurait 13% pour le PS et Place Publique ensemble. Donc là où c'est le plus dispatché, c'est si le PS et Place Publique partent en face du reste du NFP. Et là, c'est close de ouf. C'est dur d'atteindre le second tour. Mais bon, il y a des campagnes encore à faire, etc. Là où le second tour est à peu près garanti, c'est une candidature commune, soit tout NFP, soit LFI face à tout NFP. Voilà. C'est bizarre, Mélenchon est à 22% aux élections, pourquoi ça redescendrait ? Tu sais comment ça marche les élections ou Dieu soit loué que les gens peuvent avoir un score qui baisse. Pourquoi je trouve que la question est vraiment stupide, pardon. je ne vais même pas revenir là-dessus. Donc, bon, ça c'est le résumé. Les reports de voix. Les reports de voix dans le cadre d'une hypothèse de gauche unie. Bon, bah c'est bien simple. Si jamais il y a une union de tout le monde, il y a un report qui est évidemment très bon. Voilà, très très bon. Des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne me paraît pas très surprenant. Voilà. On a quand même 6% de gens qui feraient un report vers le RN. Et on peut récupérer 11% de Macron si jamais en gros on a le PS avec nous. Mais bon, on va pas se leurrer. Il y en a autant qui partiraient au RN. Et puis bah alors des autres, on peut vraiment rien en attendre. Il n'y a pas d'hypothèse second tour, ça me chiffonne un peu. Dans une hypothèse gauche unie sans LFI, bah les gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2022, là ils sont beaucoup plus splittés évidemment, puisque bah encore une fois ça revient sur les chiffres dont on a déjà parlé maintes et maintes fois. La moitié des voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour en 2022 c'est du vote utile. Donc si jamais il y a une solution de gauche potentiellement mieux placée que Jean-Luc Mélenchon face à Jean-Luc Mélenchon en 2027, ça me paraît effectivement pas très surprenant que une bonne partie de ces électeurs se reportent sur cette liste. Ça me paraît pas très surprenant. Et puis bah la même chose si jamais le PS part seul. En gros, les gens qui veulent voter PS retournent au PS. Voilà, il y a pas franchement grand chose de plus à dire. Désolé pour la transition. Donc ça, c'est le sondage qui a été commandé, etc. Dans un contexte où évidemment Clémentine Autain a dit qu'elle se mettait prête à faire les primaires s'il y avait besoin, que Marine Tondelier a dit nous on peut faire les primaires aussi s'il faut. Le PS, le Congrès tranchera. Et là, ça a l'air d'être tout un délire, leur Congrès, là. Ça a l'air d'être un sacré bail. Reste à savoir quelle sera la position de la France Insoumise, qui me paraît, hélas, déjà un peu courue d'avance. Et la position du PCF, elle sera votée par les militants a priori. A priori, il y aura une consultation des militants, tel que ça a été le cas à l'époque du Front de gauche en 2012 et en 2017. Donc en 2017, par exemple, le PCF avait choisi
quand bien même Jean-Luc Mélenchon avait proclamé unilatéralement la fin du Front de gauche et sa volonté de partir seul, les électeurs, enfin les militants du Parti communiste avaient décidé de ne pas se présenter, de ne pas présenter de candidat et de faire la campagne pour Jean-Luc Mélenchon. Contre quelle garantie ? Contre quelques garanties ou quelques promesses ou quelques attentes qui n'ont a priori pas du tout été, je le rappelle, honorées, quoi. Enfin honorées. Jean-Luc Mélenchon n'en a pas fait grand-chose. Puisque le programme était déjà écrit, donc le PCF n'a rien eu à dire là-dessus. Ce qui, la promesse à l'époque, c'était que la France insoumise arrive au second tour. Voilà, Jean-Luc Mélenchon au second tour. Ce qui ne s'était pas produit, et ce qui avait du coup produit au PCF en interne à une crise, puisque on a quand même fait campagne pour un gars qui a décidé tout seul sans nous et qui nous a consulté à aucun moment, et donc ce qui avait amené au désaveu de la direction nationale du Parti communiste de l'époque, Pierre Laurent, qui avait été remplacé par Fabien Roussel, qui lui, du coup, disait, maintenant, on en a marre de se faire plumer par tout le monde et se faire baiser, on part seul. Là, le contexte est en train de changer aussi au PCF. Donc moi, j'imagine qu'on retournerait potentiellement vers une consultation des militants. Mais je n'en sais pas plus. Voilà. Ah non, mais sur la question des militants PCF et des militants LFI, je vous rappelle que de toute façon, Mélenchon, la plupart des militants qu'il a chopés en 2017, c'était des gens du PCF de l'époque et des gens du NPA aussi. Donc évidemment que les militants du PCF et les militants de la France insoumise sont tendanciellement, effectivement, d'accord sur l'essentiel. Absolument. Ce n'est pas la question. La question, c'est la question de la méthode. Et c'est la question de la culture politique, finalement. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est comment va se construire 2027. Et on risque d'avoir quand même un choc des cultures politiques. Et un choc des méthodes politiques, plus qu'un choc des idées. Parce que je vois dire, et je lis sans cesse sur Reddit quand ça parle de politique là-dessus, sur la gauche, de oui, mais on va pas y aller, on va pas faire l'union de la gauche pour faire l'union de la gauche. Le programme c'est le plus important. Mais en fait, excusez-moi, le même programme, si t'envoies Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure ou Marine Tondelier, t'as pas le même résultat, même si c'est le même programme. Il faut pas se leurrer. Le programme c'est bien, c'est intéressant, mais bon, déjà personne n'est tenu de le respecter ni de l'appliquer. Ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir un cap, des garanties. D'avoir quelques mesures claires, quelques mesures phares, et surtout d'avoir un bon cheval. Vraiment, on est dans ça je vais pas vous l'apprendre, on est dans un système extrêmement personnalisé. C'est mieux d'avoir un bon cheval qu'avoir un bon programme. Voilà. Hélas, j'aimerais que ce soit autrement, mais bon, c'est pas la question. Moi, je suis assez convaincu aujourd'hui, et j'ai beaucoup défendu le programme que le programme. Moi, j'ai acheté l'Avenir en commun par dizaines pour les distribuer à tout le monde autour de moi en disant, mais regarde le programme. Les gens s'en battent les couilles des programmes. Et puis le programme, il est trop contextuel, le climat politique il change, ton programme il est plus applicable. Alors, ce qu'il faut, c'est une bonne ligne d'horizon et un bon cap, plus qu'un bon programme, selon moi, je trouve. Un cap clair, comme dirait effectivement Raphaël Glucksmann. Et ça évite aussi effectivement qu'il y ait quelques points sur lesquels, les gens se disent, non, ça pour moi c'est rédhibitoire. Voilà. Donc, alors surprise, les gens de gauche veulent l'union de la gauche. Après, évidemment, tous veulent faire l'union sans les autres. Et on va pas s'en sortir. Et c'est ce que Jean-Luc Mélenchon avait plus ou moins réussi à faire en 2017. En 2017, l'union ça avait été faite par tractation, par discussion, par ce que vous voulez. C'était le Front de gauche. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon, après, il était tout seul, il était à poil, il venait de sortir du PS. En 2017, l'union, elle s'est fait au forceps, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, Mélenchon déclare unilatéralement sa candidature, son mouvement gazeux horizontal en dehors de tout parti, reçoit quand même le soutien du PCF qui se dit non, nous on y croit encore, on lâche pas le bout. Le PS se dégringole, Hamon passe sous les 10%, Hamon pense à se retirer parce que sa direction soutient Macron finalement. Et lui, il sent qu'il va faire le four de sa vie et que c'est fini politiquement pour lui, donc il se pose la question de se retirer.
La rumeur dit, je sais pas si on aura vraiment le fin mot, que en gros Jean-Luc Mélenchon ne veut pas discuter avec Benoît Hamon. Pour lui, il est hors de question de négocier avec Benoît Hamon, dans un contexte où Jadot avait déjà négocié avec Hamon et s'était déjà retiré, alors peut-être pour des questions d'argent d'ailleurs, parce que en gros se pose toujours la question quand tu te retires de est-ce que tu prends à ta charge tous les frais de campagne que j'ai déjà engagés. Et si la réponse est non, même si c'est pour faire 5% à la fin, il faut continuer. Parce que sinon t'es pas remboursé. Sinon c'est la baisse intégrale. Sinon t'es à genoux, t'es sur les rotules et c'est finito, quoi. Si jamais tu te retires et qu'en plus tu dois payer pour tout, bah non, tu vas jusqu'au bout. Du coup le PS, même si c'est pour faire 6%, ils y sont allés. Évidemment. Là, c'est des montants qui sont délirants, donc forcément, voilà. Donc, parce que Mélenchon pensait pouvoir vraiment siphonner Hamon encore plus, je pense. Sinon, après, tu te retrouves effectivement comme Valérie Pécresse dans la demeure, ouais, de ouf. Peut-être, ouais. C'est parce qu'elle y a été de sa poche aussi, hein. C'est terrible. Elle y a été de sa poche, puis à droite, ils ont cette culture de on bombarde de pognon, et puis on verra combien on nous rend quand on gagne. Bon, ouais, ils ont perdu. Bon. Donc, en fait, 2017, c'est ce qu'on a connu de plus proche déjà de l'union de la gauche. En fait. Très clairement. Et ça a été un échec. Moi, j'y croyais de ouf à l'époque. Moi, je nous voyais déjà au second tour. Ça a été un échec. Et surtout, ça a été un échec. En fait, comme cette union de la gauche s'est faite au forceps, c'est-à-dire que le PCF se retire, mais n'a pas son mot à dire, Europe Écologie Les Verts se retire derrière un gars qui lui-même propose de se retirer mais qui en veut pas négocier, blablabla. L'autoroute, elle est large. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'as pas réussi à atteindre le second tour et que t'as les législatives à préparer juste après? Bah, ce qui s'était passé en 2017, c'est que la France Insoumise avait fini avec 15 députés, quoi. Parce que, pour le coup, il y a eu un effondrement de cette dynamique de manière immédiate. Tout le monde est retourné chez soi, faire campagne chez soi, avec un arrière-goût dans la bouche qui était pas fou, rétrospectivement. C'est aussi ça l'enjeu de la gauche. L'enjeu de l'union de la gauche, et que cette union ne se fasse pas au forceps, et que cette union se fasse dans les meilleures conditions possibles, si elle doit se faire, c'est aussi pour pérenniser une dynamique et pour pouvoir remobiliser facilement pour des législatives derrière. Donc c'est important. C'est important enfin si on veut gagner, hein, c'est important de la jouer comme ça. Alors après, évidemment, l'éléphant au milieu du couloir, c'est oui, mais d'accord, mais si jamais on fait des primaires et que c'est un candidat PS qui gagne, LFI partira seul. Et si jamais c'est un candidat de primaire LFI qui gagne, le PS partira seul. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, tentons l'expérience. Vraiment, tentons l'expérience. Je n'ai... si jamais, à la fin, ça fait qu'on n'a que 2 candidatures de gauche à la place d'en avoir 4, eh ben, ce sera toujours ça de prix. Vraiment. Je pense. Mais le candidat à la France Insoumise, bien sûr qu'on le connaît. Il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. On le connaît déjà depuis très longtemps. Le candidat... l'autre candidat, on le connaît pas, effectivement. Mais après, alors, rappelez-vous ce que je vous dis. Si demain, le duel, c'est Ruffin-Mélenchon, genre Ruffin qui représenterait un NFP hors LFI face à Jean-Luc Mélenchon qui représente LFI, je ne vous parle même pas du casse-tête pour les militants de gauche. Et de la campagne, et de la gueule que ça va avoir, ce sera fou. Ce sera fou et la droite n'aura même pas besoin de faire campagne contre nous. On aura un PS à 5 ou 8% et toujours pas de second tour. Mais en fait, non. Moi, je crois assez dur comme fer, hélas, que le PS remonte. Le PS remonte bien. On l'a vu d'ailleurs aux européennes. Ils ont une bonne dynamique. Ils ont beaucoup de députés à l'Assemblée. Vous pouvez détester le Parti socialiste, tout ce que vous voulez. Moi,
mes couilles sur la table que si demain il y a un duel Glucksmann-Mélenchon, Glucksmann il fait pas 5%. Je pense pas que Glucksmann il ferait 5, je pense qu'il ferait plus. Et c'est pas un risque qu'on a envie de prendre. Il y a que l'électorat du PS qui vote aux européennes, ils ont péniblement fait 14%. Bah, excusez-moi, mais c'est toujours plus que ce que la France insoumise a fait, hein. Pour un parti qui était censé ne plus exister, d'être réduit à peau de chagrin. Et là, on va le voir au municipal, en fait. Ça, pour le coup, les municipales, ça va être un bon moyen de s'en rendre compte. Le PS revient. Alors le PS, problème, c'est que le PS revient sous plusieurs formes différentes. Et on verra bien quelle forme gagne. Moi, je crois assez fortement que François Hollande va essayer de retenter une candidature. Vraiment. Et que pour le coup, c'est la mort de François Hollande de repasser par des primaires. Par des primaires ouvertes à toutes les sympathisants de gauche. Parce que une primaire ouverte au PS, il pourrait la gagner. Une primaire du PS, François Hollande pourrait la gagner. Une primaire de toute la gauche, François Hollande ne peut pas la gagner. Je ne comprends pas comment. Bon, après, on sait jamais, hein, mais bon. Mais bien sûr que Jean-Luc Mélenchon refuserait une primaire. La machine est déjà lancée avec cet argument qui est absolument délirant et absolument faux factuellement, hein, de oui, mais les primaires c'est des machines à sélectionner les plus mous et les plus centristes. Bah non. Alors juste si on parle de la France, Hamon n'était pas celui qui était censé gagner les primaires. Manuel Valls se croyait dur comme fer qu'il allait les gagner ces putains de primaires. De Rugy a même tenté sa chance. Et d'ailleurs, en plus, on notera que le PS a toujours ouvert ses primaires à d'autres candidats, d'autres partis, et ces partis étaient toujours des partis qui étaient plus à droite qu'eux, tendanciellement. Genre les radicaux de gauche ou je sais plus quel parti écologiste centriste là qu'ils avaient aussi. Et Montebourg, par exemple, en Montebourg et Aubry, si jamais vous faites l'addition des deux scores en 2012, c'est, si j'ai pas de bêtises, on va vérifier, mais c'est plus de la moitié. C'est juste qu'Hollande a été très fort et a réussi à négocier en mode hold-up avec chacun des candidats du premier tour, lui qui s'était qualifié au second, pour les rallier à sa cause face à Martine Aubry. Et 100% de ces gens-là se sont fait placarder derrière ou se sont fait tège. Parce que François Hollande, il a bien fait le ménage juste après. Je vais quand même vérifier. Le score de Montebourg était délirant, était vraiment très très important. C'était vraiment l'une des révélations en termes de score de l'époque. À droite, on remarquera que là où tout le monde pensait qu'Alain Juppé gagnerait, ou que Nicolas Sarkozy pouvait avoir une chance, c'est François Fillon qui a gagné. Alors c'est pas plus de la moitié, c'est quasiment la moitié. Martine Aubry et Montebourg, ça faisait 48% au total. Donc voilà. Hollande, il est en sous-marin, mais il est où? Il fait quoi depuis qu'il est revenu député? C'est vraiment une bonne stratégie de se faire invisible en ce moment. Alors, je vais t'apprendre un truc. François Hollande, effectivement, en tant qu'activité parlementaire, il est plutôt invisible. Mais François Hollande, il est partout dans les médias. François Hollande, il fait des TikTok. François Hollande, il est chez Brut. François Hollande, il est chez Combini. François Hollande, il est à C'est à vous. François Hollande, il est, je sais pas où, là, quotidien. François Hollande, je l'ai même vu faire de la cuisine. François Hollande, j'ai vu sa meuf, la Julie Gaillet, nous expliquer qu'il faisait le marché de Montsouris et que c'est lui qui coupait les petits légumes et qui coupait les têtes de poisson. François Hollande, là, il fait une tournée médiatique.
François Hollande, il a même son propre podcast. Donc François Hollande, effectivement, il s'en bat les couilles d'être à l'Assemblée. Mais François Hollande, il fait tout le reste. François Hollande, il est partout. François Hollande, là, je l'ai vu faire une vidéo sur la santé mentale en tant que président, disant que c'est important, la santé mentale. Se pose quand même la question de savoir s'il faudrait pas, voilà, machin. Là, je viens de regarder, il était invité d'honneur à la foire de Marmande, voilà. Euh... Il fait des trucs. Il fait des trucs. Donc François Hollande, il y croit. Attendez, j'entends du bruit, c'est quoi? C'est monsieur qui ronfle. Sa strat, c'est c'est redevenir normal. Bah ça marche. J'ai remarqué que Jean-Luc Mélenchon entame sa traditionnelle mutation en Jean-Luc sympa. Je dirais pas Jean-Luc sympa, je dirais Jean-Luc humain. C'est pas la même chose. Mais bon, déjà on va voir les résultats des municipales. Et je vais pas vous mentir, ça sent la tôle hein, quand même. Hein. Ça sent la tôle pour la France insoumise. Et je ne veux présager de rien. Mais en même temps, j'irai pas voir des bookers pour parier sur la victoire de LFI dans une ville de plus de 100 000 habitants, quoi. Je pense qu'Europe Écologie Les Verts a plus de chances de pérenniser. Voilà. François Hollande, il lui manque plus que de parler de regrets sur certaines politiques pour se refaire. Ah, mais c'est dans l'agenda, ça. T'inquiète, tranquille. Guiraud à Roubaix, il est peut-être bien placé. On verra. LFI part de zéro, ce sera forcément une progression assez marquée. Non. LFI partait de zéro au sénatorial, ils ont fait zéro. Enfin, genre, en fait, ils ont même fait moins. LFI, aujourd'hui, a moins de sénateurs qu'il y en avait il y a 10 ans. Enfin, il y a 8 ans. Donc, tu sais, tout est possible. À quelle heure c'est comparable? C'est juste vous dire que ce n'est pas parce que t'as pas beaucoup que t'auras forcément plus de mains. Tu peux aussi avoir moins. C'est ça que je veux dire. En fait, dire, moi je veux bien qu'on soit dans le délire de oui, mais en gros, on a déjà fait tant, dans aucun monde on fait moins, et si on, dans aucun monde on fait moins, c'est qu'on fait forcément plus. C'est bien de vouloir se rassurer. Mais il y a un monde dans lequel on part de rien pour avoir rien. Enfin, genre, Louis Boyard, aujourd'hui, ne siège même pas dans un groupe à Villeneuve-Saint-Georges. Parce que même les militants, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, c'est-à-dire que même les militants LFI / de gauche de sa circo, qui était sur sa liste, ont fait un groupe sans lui. Pour le TEJ. Donc tout est possible, hein, vraiment. Alors que Villeneuve-Saint-Georges, quand on en parlait il y a 3 mois, on était censé avoir déjà gagné. Pourquoi ils ont fait ça? Bah parce que je pense qu'ils ont eu le seum de s'être fait faire parachuter un gars qui disait qu'il allait tout gagner parce qu'il était pote avec Jean-Luc, qu'il avait installé TikTok. Je sais pas si c'est ce qui s'est passé, hein. C'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Pour qu'à la fin ils perdent et que ce soit la droite qui gagne. Soi-disant une ville imperdable. Donc ouais. Bon.
Tout est possible. Tout est possible. En fait, il y a un monde où LFI fait une vraie progression au municipal. Je demande, en vrai, moi, je demande pas mieux. Hein. Il nous faut plus de villes de gauche. C'est bien sûr, c'est important. Parce qu'en plus, c'est du pognon. Les municipales, en fait, ce qui est un truc vraiment à bien comprendre, c'est les municipales, c'est du pognon aussi. C'est important de faire un bon score parce que c'est du pognon, c'est du fric, vraiment. Et de toute façon, on y revient souvent à ça aussi. Hein. Les questions d'union, les questions de machin, c'est aussi des questions de pognon. C'est aussi des questions de dotation parlementaire, etc. Des questions même de temps, de parole, bref. Donc c'est des thunes. Je croyais que Villeneuve était à droite à la base. Alors Villeneuve, situation compliquée, mais surtout Villeneuve, 2 candidats de droite à l'élection municipale. Donc c'était pour ça que c'était construit comme imperdable. C'était dans un contexte où l'autre liste de gauche se retire face à 2 candidats de droite. Louis Boyard ne pouvait que gagner. Bon, bah il a pas gagné. Voilà. Les dernières municipales, c'était pendant le Covid, avec une participation plus faible que d'habitude. Et pourtant, grosse progression des écologistes à l'époque. Et du PS même. Tu veux pas donner des cours de français à Bernie Sanders, on le naturalise et hop, un candidat vendable. Bah en fait, Bernie Sanders, on en a déjà un, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Hein. Pas pourquoi on ira en chercher un ailleurs. Hein. Pour le coup, bon, la plus-value est pas très importante. Le 7 octobre et tout ce qui l'entoure a sûrement plombé aussi la strate LFI. Bah du coup maintenant il y a aussi le cordon sanitaire anti-France Insoumise, bien sûr. Et du coup, mais ça on l'a vu au législatif aussi. Le vote barrage anti-gauche. Ça on l'a vu. Oui. Vous pensez qu'il peut gagner en 2027 Jean-Luc Mélenchon gagner la présidentielle? Aucune chance. En fait, quand 2 tiers des Français te détestent, t'arrives pas à avoir plus de la moitié des Français qui votent pour toi. Je ne comprends pas comment mathématiquement c'est possible. Même s'ils sont d'accord sur le fond, hein, même s'ils sont d'accord sur tout le programme, c'est même pas la question. Je vois bien un second tour, Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon. Bah moi je pense qu'un second tour, Édouard Philippe, Marine Le Pen est plus probable. Vraiment. Oui, mais l'abstention. Ah bah l'abstention, oui, il y a des réservoirs de voix dans l'abstention qu'il faut aller chercher. On l'a bien vu aussi aux législatives. Surmobilisation, ça a servi un peu à la gauche et ça a servi beaucoup à l'extrême droite. Les abstentionnistes ne votent pas que à gauche. Les abstentionnistes votent effectivement plutôt pas pour le statu quo. Mais il y a 2 directions opposées dans lesquelles tu peux aller quand t'as envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Pour reprendre une expression qu'on peut beaucoup entendre, qu'on a beaucoup pu entendre sur les ronds-points de gilets jaunes. Et là, le rapport, c'est à peu près 2 tiers extrême droite, un tiers gauche. Alors c'est bien, ça fait réduire le vote centriste, pour nous emmener dans le duel final, bien sûr, entre nous et l'extrême droite, duel qu'on perdra haut la main. On est d'accord que Macron ne peut plus se représenter, théoriquement il ne peut plus. Je vois un éclatement de l'extrême droite, Le Pen, Bardella, Zemmour, Hanouna. Non mais Hanouna, arrêtez avec cette histoire. Hanouna, moi je comprends pas comment c'est possible. On verra, hein. Moi je vois pas dans quel monde Hanouna se présente. Par contre, qu'il y ait du remue-ménage à l'extrême droite sur la potentielle candidature ou non de Marine Le Pen et est-ce que Jordan Bardella remplacerait ou est-ce que d'autres en interne voudraient pas en profiter pour le tège, un peu à l'époque, comme à l'époque de Gollnisch ou un peu comme à l'époque de Maigret.
C'est possible. Est-ce que ça fera diviser le score du RN par deux? Non. Par contre, je pense qu'il faut pas non plus se leurrer, quoi. Merci Mister JD pour le raid. Elle peut se représenter, Le Pen? Pour l'instant, non, mais son procès en appel sera avant l'élection. Maigret n'a pas empêché Le Pen en 2002. Non, oui, puis Gollnisch n'a pas empêché Marine Le Pen de reprendre la succession. Au contraire, même d'ailleurs. Ça a plutôt monté le score du RN. Bon. Je prône l'idée d'un programme commun RN-NUPES. Qu'en pensez-vous? De la merde en barre, je ne sais même pas comment tu peux avoir une idée pareille. Moi, je propose que tout le monde soit libre et égaux, mais les musulmans quand même. Moi, je suis pour la justice réhabilitative, mais il faut couper les couilles à tous les pédophiles. J'en sais rien. Enfin, je peux pas. Enfin, genre, c'est pas, ça va pas ensemble. On peut pas supprimer les services publics et renforcer les services publics en même temps. On peut pas faire la retraite à 60 ans et la retraite à 67 ans en même temps. Enfin, il y a des choses qu'on peut pas faire en même temps. Ça ne peut pas marcher. Si jamais vous dites d'abord les ouvriers, mais pas les noirs et les arabes, c'est vous êtes d'extrême droite en fait, vous n'êtes pas de gauche. C'est pas un programme du PS-RN, c'est un programme RN. Point. Il n'y a pas de en même temps là-dessus. Si je peux me permettre. Tu vois? D'où le travail commun. Je sais même pas quoi répondre. Je sais même pas quoi te répondre. Qu'est-ce que tu veux mettre en commun entre des gens qui sont pour l'exploitation, la mort, la haine, et ceux qui sont pour la redistribution, le partage et l'égalité? La seule façon que ces gens s'entendent, c'est si on leur donne à chacun un cutter et qu'on fait un battle royal. Mais là, on est sur un autre mode de scrutin et on est sur un autre mode de consultation citoyenne. Mais tu peux pas y aller au consensus. C'est pas possible. Il suffit de faire des compromis. C'est quoi le compromis? On dit bon, d'accord, égalité pour tous. Bon, les musulmans, bon, ok, bon, ceux-là on les prend. Par contre, les PD on n'en veut pas. Hein. Bon, d'accord, vas-y. Compromis. Un peu du mal à le faire. Bon, d'accord. Les PD dans les camps, mais les Arabes on les garde. Ok. On a coupé la poire en deux, c'est vraiment cool. Serrons-nous la main. On a vraiment fait avancer la France. Qu'est-ce que tu veux faire comme compromis? Il n'y a pas de compromis. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de dialogue social. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de dialogue social possible entre les fascistes et la gauche. Ça ne peut pas aller ensemble. Enfin, je veux bien qu'on soit perdu politiquement, mais il y a des choses rédhibitoires. Il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas discuter. Quand même. Quand on veut du social, tout comme LFI, mais pour les blancs. Mais oui, ça s'appelle de l'ethno-nationalisme. Ça s'appelle le nazisme, par exemple. Le nazisme, c'est on aura des programmes sociaux, mais que pour les Allemands ariens. Tous les autres seront des esclaves. Eh bien ça, figurez-vous, c'est absolument incompatible avec la pensée de Marx. Si je peux me permettre.
Non, mais il y a pas de on met les programmes sur la table et on fait des compromis. Tu coupes pas. Par exemple, c'est quoi? Moi, je veux qu'on tue personne. Toi, tu veux qu'on tue tout le monde. On tue que la moitié de la population. Mais vous réalisez ce que vous dites? Il n'y a pas de compromis. Vraiment. Je comprends même pas comment vous ne tu vas loin, pardon, excusez-moi, l'extrême droite a une tradition, l'extrême droite en Europe a des alliés, l'extrême droite française a des alliés, l'extrême droite française elle a une histoire, l'extrême droite française elle a des discours, elle a des programmes, elle a une tradition. À partir de là, c'est vraiment pas compliqué, moi j'en parle tout le temps ici, il suffit de lire, il suffit d'écouter ce qu'ils disent. Et en fait, désolé, c'est plus facile de se mettre d'accord avec Emmanuel Macron que se mettre d'accord avec Marine Le Pen, hein, je vous le dis. Hein. Alors, c'est surtout, évidemment, de la perspective d'Emmanuel Macron, c'est plus facile de se mettre d'accord avec Marine Le Pen qu'avec nous. Ça, par contre, c'est vrai aussi. Non, on ne peut pas transiger ni discuter avec l'extrême droite, c'est absolument impossible. L'extrême droite, par exemple, prendra toujours le parti des patrons. C'est dans son histoire. C'est dans son histoire, c'est lié à qui la finance, et c'est lié à comment elle perçoit le monde. Ça, par exemple, c'est pas compatible avec une politique au service des plus faibles. Ou des plus exploités. C'est fou. Il y a des gens dans le chat qui croient parce qu'il y a des gens qui sont perdus. Il y a des gens dans le chat qui sont perdus. Mais quand l'extrême droite nous parle d'islamo-gauchisme à toutes les putains de phrases tous les jours et que vous avez des gens d'extrême droite qui vont dans des mosquées pour assassiner des gens parce qu'ils sont musulmans, qu'est-ce que vous voulez qu'on discute avec ces gens-là? Enfin, au bout d'un moment, vraiment, réalisez. Réalisez. Ce n'est pas possible. C'est pas qu'on serait fermé d'esprit ou quoi, c'est juste, tu ne fais pas rentrer des carrés dans des ronds, quoi. Je vois pas d'autre solution. Ah bah. Ce serait quoi la gueule du gouvernement? Genre Marine Le Pen présidente, Jean-Luc Mélenchon Premier ministre? Et ces gens-là vont se mettre autour d'une table et puis ils vont faire des lois pour le plus grand nombre? Non mais c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Mais en fait, excuse-moi, je veux pas insulter qui que ce soit, mais quand vous avez un peu de culture politique, que vous connaissez un peu l'histoire politique de France, dans mon cas de l'Allemagne et de l'Italie et d'Europe de manière générale, comprenez que ce n'est absolument pas possible. Vraiment, c'est absolument rédhibitoire. Non, il n'est pas tout seul, il y en a au moins 3. Depuis tout à l'heure, on parle de ça. Je comprends pas. En fait. Je comprends pas comment vous ne voyez pas la dichotomie. Comment vous ne voyez pas le fait que ce soit incompatible. C'est vraiment incompatible. Enfin, c'est vraiment très très incompatible. C'est comme t'as quelqu'un qui te dit moi je veux que ce bouquin soit écrit en français et que l'autre il te dit non ce bouquin il serait écrit en chinois. Ah bah vas-y on va couper la poire en deux. On va faire le bouquin en russe. Comme ça, aucun de nous deux ne pourra le comprendre et ce sera. Donc tu vois, c'est aussi vraiment ça a aussi peu de sens. Voilà. C'est pas si incompatible. Tu prends des Roussel et que tu pousses un peu. Non mais par contre, je veux bien que vous détestiez Fabien Roussel. Je veux bien que vous détestiez le Parti communiste. Dire que Roussel c'est quasiment Le Pen. Franchement, faut doser. Hein. Faut vraiment, vraiment, vraiment doser. Vraiment. Quand même, s'il vous plaît. Par pitié, hein. Il s'alliera aux macronistes plutôt. Non. 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 Non plus.
Enfin, je veux bien, hein, bon. Non. On peut aussi, on peut détester, en plus vraiment, le programme. On parlait du programme tout à l'heure, on prenait le programme du Parti communiste, le programme de LFI. Il y a quoi? À peine 5% qui change. Le Parti communiste est un peu plus à gauche sur certains sujets économiques. Et sur des sujets de priorité de lutte, sur les questions de lutte identitaire, etc. Bon, le programme, il est à peu près clair, juste un peu plus laïciste, comme Jean-Luc Mélenchon l'était il y a 10 ans. Mais bon, sinon, franchement, c'est la même chose, hein, vraiment. Et le nucléaire, ouais, la question de l'énergie. Alors bon, mais sinon, c'est proche à ce point, mais c'est oui. Il y a beaucoup moins de différence entre. En fait, il faut séparer deux choses. Il faut séparer programme politique et culture politique. La France insoumise et le Parti communiste n'ont pas la même culture politique. Ça, d'accord. Mais sur la question des idées et sur la question du programme, c'est franchement très très similaire. C'est beaucoup plus proche que ce que Macron et LR par exemple, hein. Et de très loin. Hein. Et surtout, il faut séparer Fabien Roussel du Parti communiste, ce qui n'est pas toujours facile. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Je sais qu'il y a beaucoup de bandeurs de Bernard Friot dans le chat. Bernard Friot, c'est aussi le Parti communiste, hein. Si je peux me permettre. Comme Jean-Luc Mélenchon il y a 10 ans, c'était il y a 10 ans, c'est facile de dire ça. Bah, c'est surtout qu'à l'époque, Jean-Luc Mélenchon était le candidat du Parti communiste, aussi. Et il y a vraiment une question de personne et une question d'interpersonnel beaucoup dans l'opposition entre PCF et LFI. En fait, il y a un truc de très paradoxal dans le NFP, c'est que si vous regardez la question programmatique, les deux partis les plus proches, c'est LFI et PCF. Et Europe Écologie Les Verts, c'est assez proche du PS. En termes de culture, même en termes de culture politique, un peu même d'ailleurs, et en termes de même d'idées et de programmes. Si jamais vous regardez le dernier programme des présidentielles, il y a 2 ans, là, il y a 2 ans et demi, le programme de Jadot et le programme d'Hidalgo, c'est à peu près la même chose. Par contre, en termes de sociologie électorale, c'est différent. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de convergence entre LFI et Europe Écologie Les Verts, mais parce qu'en fait, ces deux partis-là trustent le même segment de l'électorat. Mais en même temps, quand Mélenchon est parti, il a siphonné une partie du PS. Il s'est allié au PCF, il a siphonné une partie du PCF. La seule partie qu'il n'a pas encore siphonné, c'est Europe Écologie Les Verts. Donc c'est là où il a son dernier segment à siphonner. Donc ça s'explique aussi, il y a une forme de cohérence. Là où ce qui reste de ceux qui votent au PCF, ce sont essentiellement des vieux qui habitent dans les zones rurales. Typiquement ce que la France insoumise n'arrive pas à avoir. Donc il y a une différence d'électorat et une différence de culture politique, mais il n'y a pas une grosse différence de programme. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Sauf sur des trucs quand même comme l'énergie, blablabla, etc. Bon, c'est d'accord. Mais ce qui n'était pas rédhibitoire à l'époque pour faire l'alliance, hein, vous remarquerez. À l'époque du Front de gauche, l'idée c'était bon, l'énergie, on n'est pas tous d'accord, on fera un référendum. C'était ça la ligne. Pour moi, le vote Europe Écologie Les Verts, c'est les bourgeois bonne conscience qui votent pour se donner bonne conscience. Bah oui, il y a de ça, bien sûr. Il y en a aussi beaucoup à LFI comme ça. Je comprends l'idée de dire que Roussel, c'est pas le parti. Je connais pas mal de gens sympas, plutôt intéressants politiquement au PCF, mais bon, quand tu vois qu'au Congrès, ça revote pour la ligne. Après, alors, parenthèse, moins de la moitié des militants ont voté au Congrès, parce que les textes d'orientation ont été envoyés 2 semaines avant, et voilà, ça c'est une autre histoire. Je sais bien que le programme en lui-même est pas différent de LFI, mais putain, Roussel,
Ouais. Mais Roussel est un très mauvais cheval. Et d'ailleurs, vous remarquerez que euh, l'une des personnalités, et peut-être la personnalité qu'on a le plus vue durant les législatives l'année dernière, c'était pas Roussel, c'était Brossa. Et beaucoup de gens se sont mis à surkiffer Brossa. Brossa qui est en fait extrêmement lignard et quelqu'un qui défend beaucoup Roussel au demeurant d'ailleurs. Mais euh, son côté à moitié motard de 50 ans, qu'en a plein le cul, qui met des chaînes autour du cou, qui assume son homosexualité, et qui est fatigué et qui en même temps a un discours pro-union, bah ça a marché sur beaucoup de gens. Alors que c'était considéré comme une faiblesse avant. L'une des raisons pour lesquelles Brossa n'a jamais vraiment été en très bonne position pour reprendre le lead du parti à l'origine, c'est parce qu'on considérait au Parti communiste que avoir un Parisien plutôt bourgeois et un homme on a pu avoir aussi autre chose qu'un homme. On a eu d'ailleurs historiquement Marie-Georges Buffet par exemple qui a bien fait le taf, etc. Et qui en plus est très lié à ce qui se passe à Paris avec Hidalgo. C'était vraiment pas le bon cheval. C'était vraiment pas le bon cheval aux yeux de l'électorat. Valait mieux effectivement peut-être un gars du Nord, ancien bassin minier, les ouvriers, blablabla, comme Roussel, alors que Roussel n'est pas un ouvrier. Il ne vient même pas du monde ouvrier. Ça c'est autre chose. Mais là, Brossa, pendant les législatives, c'est quelqu'un qui faisait très largement le taf et qui s'est mis vraiment à glow up. Voilà. Il y en a d'autres, hein, moi que j'aime beaucoup au Parti communiste. Fabien Gay, qui est un sénateur, pour le coup en tant que sénateur du Parti communiste et peut-être le sénateur le plus influent du Parti communiste, c'est quelqu'un qui fait très largement le taf. Et c'est quelqu'un qui s'entend d'ailleurs plutôt mal avec Fabien Roussel. Merci Dariel Gougou pour le sub. Il y a Elsa Faucillon, que vous connaissez aussi certainement. En fait, après c'est particulier le PCF parce que le PCF c'est aussi malgré tout un parti dans lequel il y a beaucoup de tendances et beaucoup de culture historiquement distinctes. Au PCF, vous allez trouver encore des stalls, vous allez trouver des titistes, vous allez trouver des maoïstes, vous allez trouver un peu de tout. Vraiment. Par exemple, Roussel, lui, il a un petit côté maoïste. Je dis pas qu'il est maoïste, mais ça, il a ça en commun avec Mélenchon. Mais quand il s'agit de parler de la Chine, Fabien Roussel, il aime bien la Chine. Fabien Roussel, il aime beaucoup la Chine. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon, il aime pas trop Taïwan, par exemple. Ça, là-dessus, par exemple, le PCF et LFI, sur la question internationale, sont problématiques au même niveau sur la question de la Chine et de Taïwan et du Tibet, par exemple. La gauche est fractale, il y a un peu de ça, ouais. Bah oui, c'était vraiment, je comprends pas. C'est souvent, c'est des vieux, hein. C'est des vieux, voilà. Roussel est moins fan de la Russie que Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, j'ai pas envie d'avoir toute la pensée de l'international de Fabien Roussel. Il y a probablement des trucs qui me feraient m'arracher les cheveux aussi, quand même, hein, vraiment. Donc, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué et c'est pas. En fait, vous savez, en fait, la gauche aujourd'hui, ce que c'est la Yougoslavie. La gauche, c'est la Yougoslavie. Vous avez une carte. Vous allez comprendre la métaphore. Je vais vous montrer deux cartes. Je vais vous montrer deux cartes. Et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est quoi mon analogie. Alors, il faut que je trouve la carte. Il faut que je trouve la carte. Hop. Je vais vous expliquer. Il faut que je trouve. Attendez. J'aurais dû préparer avant, mais bon. Si je tape Yekavien.
ce que je trouve. Voilà. Oui, je trouve, bien sûr. Voilà, je vais vous trouver ce qui pour moi est la meilleure analogie. Voici une carte des langues sud-slaves. Ok? Les langues slaves méridionales. Ça, c'est les idées de gauche. Et les courants de gauche. Et vous voyez, par exemple, il y a des dialectes, ils sont dans 3 pays en même temps. Voilà. Et d'autres dialectes, ils sont dans 2. Et d'autres, ils sont dans 3. Ils sont dans plusieurs pays en même temps, partout. Il y en a partout, on sait pas trop, c'est le bordel, ils sont tous mélangés. Et ça c'est les partis de gauche. Voilà. Donc des fois, les gens, ils se détestent, comme là, par exemple, entre la Croatie et la Serbie. Voilà. Mais en fait, parce que là, vous voyez, là, mais en fait, si vous regardez la carte dialectale, ces gens-là, ils parlent la même chose. Ils sont d'accord sur tout. Ils se comprennent très bien. Voilà. Ouais, la Slovénie, c'est un peu à part. La Slovénie, c'est place publique. Voilà, c'est le meilleur exemple que j'ai à vous donner. Euh, je trouve que c'est vraiment pour moi, c'est ça. On a balkanisé la gauche. Euh, les partis représentent les pays. Les idées représentent nos différentes façons de foncer. Et en fait, on fait que de se critiquer pour nos partis. Et en fait, on ne parle jamais d'idées. Et en fait, souvent, on est d'accord. Et des fois, dans le même parti, vous avez deux personnes qui ne sont pas d'accord. Alors que dans deux partis qui se détestent, les gens, ils sont comme ça. Ils sont comme cul et chemise. En termes d'idées. Voilà. Donc Mélenchon essaye de reformer la Yougoslavie. On est tous en train d'essayer de reformer la Yougoslavie en ce moment. Si je poursuis la métaphore. La question, c'est combien y aura-t-il de Yougoslavie? Ah oui, alors j'ai pas mis la carte religion, non, la carte de religion en plus par-dessus. Bah non, Mélenchon, c'est Tito? Non. Mélenchon, c'est pas Tito pour une raison. La politique linguistique de Tito ne serait absolument pas la politique linguistique de Jean-Luc Mélenchon. Ça, pour le coup, il y a aucun doute là-dessus. Tito avait une politique linguistique d'ouverture aux autres langues de Yougoslavie avec des reconnaissances officielles, d'autres formes de langue slave méridionale et aussi de l'albanais, la reconnaissance de l'albanais. Jean-Luc Mélenchon, il est plutôt sur quelque chose de très jacobin. Mélenchon, en termes de politique linguistique, c'est plus Staline. Ça, pour le coup, hélas. Hein. Comparez-vous la différence entre un vote immigrationniste et un vote raciste? La phrase n'a aucun sens. La phrase n'a aucun espèce de sens. La musique, c'est... Je vais vous mettre le plugin. Je... Oh là... Je veux bien que... Je comprends du coup de plus en plus pourquoi tu veux l'union de la gauche et de l'extrême droite. Visiblement... Cela dit, sur l'immigration, c'est aussi un sujet sur lequel les gens ne sont pas d'accord, hein, visiblement. Entre l'extrême droite et la gauche, pour des raisons assez simples à comprendre. Pourquoi ça n'affiche pas la musique?
Sinon, c'est Caladan Brood. Voilà. Ah, j'ai pas dit qu'il fallait canoniser Tito, mais juste que, en termes de culture politique, il y a quand même des différences très notables. J'ai mal lu la question. Peut-être. Toujours est-il que moi j'ai la chiasse, donc je vais vous laisser là parce que j'ai mal au ventre et que j'ai pas envie de chier sur ma chaise. J'ai tenu ce que j'ai pu tenir. Mais là, si j'ai la chiasse et qu'en plus je dois parler de ça, je vous jure que ça va être raide. Bon,